Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver en direct sur le plateau du Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, c'est dans un contexte évidemment très tendu de la guerre au Proche-Orient déclenchée par les États-Unis et Israël sur l'Iran samedi dernier qu'Emmanuel Macron a prononcé hier un discours très important sur la dissuasion nucléaire de la France. Analyse et décryptage avec Jean-Dominique Merchet, il est spécialiste des questions de défense. On parlera également, on reviendra sur la loi fin de vie. Elle a été votée la semaine dernière en deuxième lecture par les députés, 299 pour, 226 contre. Le politologue Dominique Régnier nous donnera son point de vue sur cette loi. À ses yeux, ce texte pourrait inaugurer une rupture anthropologique majeure. Et puis en fin d'émission, on revisitera l'histoire de France par les marmites et les festins. Dans son dernier livre, Jonathan Sixou nous raconte 20 repas historiques qui sont autant de marques de puissance que de gastronomie. Vous avez le programme ? Point de vue, c'est parti. Bonjour Jean-Dominique Merchet. Bonjour. Merci d'être en direct Merci avec nous. Vous êtes spécialiste des questions de défense. Vous écrivez notamment pour le magazine L'Express. Évidemment, la guerre en Iran au Proche-Orient occupe tous les esprits depuis samedi. C'est dans ce contexte-là qu'Emmanuel Macron a fait son discours hier. Il a parlé d'un embrasement possible à non-frontières. Il fait allusion à quoi ? C'est notamment les frappes qui ont lieu sur les bases militaires d'Abu Dhabi, sur lesquelles il y a des soldats ? D'abord, il faut préciser que c'est un pur hasard de calendrier. Oui, tout à fait. Ce discours était prévu de longue date. Dès la fin de l'année dernière, on nous avait dit qu'il y aura un discours au premier trimestre de 2026. La date a été fixée dans le calendrier du président. Il se trouve qu'il est intervenu effectivement le lundi, alors que le samedi, il y avait un nouvel embrasement au Moyen-Orient. Donc ce n'est pas un discours lié directement à la situation en Iran. Effectivement, il y a une inquiétude générale de voir des guerres proches, au fond, géographiquement proches, que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine. N'oublions pas que la guerre continue en Ukraine. Et donc, il y a une situation internationale extrêmement compliquée, extrêmement dangereuse. Vous le signaliez, il y a une base française dans le Golfe, à Abu Dhabi, qui a été touchée légèrement, mais touchée quand même, pas de victimes. Par ailleurs, pour la première fois, une attaque a eu lieu sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à Chypre, qui visait une base britannique, certes, mais c'est un territoire de l'Union européenne. Chypre est membre de l'Union européenne, donc on voit bien que il y a un contexte qui justifie sans doute de redéfinir de nouvelles postures. Les dirigeants allemands, français et britanniques, dimanche, se sont dit prêts à prendre des mesures pour défendre nos intérêts, disent-ils, et ceux de nos alliés dans la région. Ils ont évoqué des actions défensives nécessaires et proportionnées. La France, l'Europe peut rentrer dans ce conflit ? Écoutez, la France, comme d'ailleurs les Britanniques, mais la France en particulier, nous avons des accords de défense avec un certain nombre de pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis, le Qatar également, de manière moins ferme avec d'autres, le Koweït notamment. Mais en ce qui concerne les Émirats arabes unis et le Qatar, et notamment les Émirats, l'accord de défense est extrêmement fort. C'est certainement le plus fort que la France ait jamais signé avec un pays partenaire. Si l'on fort, ça veut dire quoi, Jean-Dominique Alors, Merchet ? ces accords sont secrets. Voilà. Ils ne sont pas publics. Donc, c'est difficile de vous dire le contenu exact. Ils ne sont pas publics à la demande du pays avec lequel nous les avons signés. Ça veut dire que nous nous sommes engagés, d'une certaine manière, à défendre ces pays s'ils étaient attaqués. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une base militaire française
permanente à Abu Dhabi, avec des éléments aériens, des avions, des Rafales, avec un port et des bateaux qui viennent régulièrement, et avec des troupes terrestres. On sait combien de militaires sont sur place ? Centaines. Quelques centaines. Quelques centaines, c'est pas un... Mais surtout, nous sommes liés par un accord qui fait que nous sommes censés les défendre s'ils sont attaqués. Ils l'ont été, hein. Ils l'ont été. Donc, on est un peu obligé. D'autant que ces pays, c'est pas n'importe qui, ce sont des partenaires, des pays amis, mais également de grands clients de l'industrie de défense française, et notamment, par exemple, les Émirats arabes unis, comme le Qatar, ont acheté des Rafales. Et donc, ça entraîne des conséquences politiques, tout ce genre de choses. Donc, effectivement, nous ne pouvons pas rester totalement indifférents en disant bah, « c'est pas notre problème ». Oui, c'est notre problème parce que nous avons des accords de défense. Donc, nous sommes plutôt, vous diriez, là, dans une période d'attentisme, entre guillemets, de voir un peu le pouvoir français, le gouvernement français, de voir un peu comment les choses vont évoluer avant, évidemment, d'enchaîner des décisions. Clairement, on a été la France, comme tous les Européens, ont été mis devant le fait accompli. Oui, parce que les Américains et les Israéliens n'ont pas prévenu du tout. On est hors jeu dans cette affaire. On est hors jeu. On ne participe à aucune décision, absolument. Voilà. Sauf que on doit en gérer les conséquences à cause justement de notre engagement politique à défendre ces pays. Alors juste, et après on va passer à ce discours très important qui a été prononcé hier, justement, quelle est votre analyse du fait que les Américains, les Israéliens se soient passés d'avertir, ne serait-ce peut-être par courtoisie, ça se fait, non, de prévenir des alliés ? D'abord parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, et ils avaient absolument, ils voulaient garder la surprise totale. La surprise, et ils n'ont qu'une confiance assez modérée, je pense, dans les gouvernements européens. Ils ne nous prennent pas, au fond, ils ne nous prennent pas très au sérieux. Pas très au sérieux. C'est donc dans ce contexte, on le disait, qu'Emmanuel Macron a fait son discours. Vous l'avez effectivement rappelé, ce n'est pas lié, ce discours au contexte. Il était prévu de longue date. Il était justement très attendu par notamment les militaires. Alors, il était très attendu par un peu tout le monde. Il était très attendu par les militaires, oui, mais surtout, il était très attendu par les Européens et il était très attendu par les politiques. Il y avait eu déjà beaucoup de polémiques avant, des polémiques à mon avis, totalement infondée. On soupçonnait, on accusait Emmanuel Macron de vouloir brader la dissuasion nucléaire française, de vouloir la partager avec des comités théodules européens, etc. Tout ça était un mauvais procès et beaucoup de contre-vérités. Donc c'était très attendu. Les militaires, évidemment, l'attendaient, parce que c'est eux qui seront chargés de mettre en œuvre les décisions. Mais je crois que c'était effectivement un discours important. Vous savez, les présidents de la République, en général, prononcent un grand discours de ce genre sur la dissuasion nucléaire au cours de chacun de leurs mandats. La dernière fois, Emmanuel c'était en 2020, Macron, c'est 2020, voilà. François Hollande en a fait un, Nicolas Sarkozy en avait fait un, le président Chirac deux mandats. Donc ce sont quand même des moments très importants qui fixent la doctrine. Je vous propose, Jean-Dominique, on va écouter un court extrait de ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. C'était donc à Brest, sur L'île Longue. L'île Longue, je vois. L'île Longue. Pas facile à dire. Et puis on y revient et surtout on voit ensemble les annonces qui ont été faites. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne. La dissuasion avancée que nous proposons est un effort distinct qui a sa valeur propre et qui est parfaitement complémentaire de celui de l'OTAN au plan stratégique comme au plan technique. Le travail que nous avons entamé sur ce projet avec les Européens s'est fait en pleine transparence avec les États-Unis d'Amérique et en coordination étroite avec le Royaume-Uni. J'ai écouté, comme vous, hier, le président de la République. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est la grande annonce, mais vous me direz, vous êtes le spécialiste, c'est cette dissuasion nucléaire avancée avec des partenaires européens et en premier lieu, le Royaume-Uni. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir et de quoi s'agit-il ? Alors, il y a plusieurs grandes annonces hier.
D'abord, il y a une confirmation qui n'est pas une surprise, mais il fallait le rappeler, c'est que la dissuasion nucléaire restera une décision française. C'est entre les mains des Français et du président de la République tout seul. Il ne s'agit pas de la partager avec quiconque. Ça, c'est un rappel. Une annonce très importante, vous le signalez, c'est le fait que depuis le général de Gaulle, on considère que les intérêts vitaux de la France, c'est-à-dire ce qui justifierait l'emploi de l'arme nucléaire, les intérêts vitaux, ont une dimension européenne, que la France a des intérêts vitaux qui dépassent ses frontières strictes. Ça, c'est vrai depuis le général de Gaulle. Au fil des années, c'est devenu de plus en plus fort et de plus en plus vrai. Et le discours d'hier du président Macron montre non pas un tournant, mais une affirmation forte que la France a des intérêts vitaux en Europe. Donc c'est la continuité. C'est une continuité. C'est une continuité en appuyant beaucoup plus sur cette idée. Avec qui ? Avec les Britanniques, évidemment, mais les Britanniques, la chose est lancée depuis 1995, donc c'est une vieille histoire, déjà 30 ans, et l'année dernière, en 2025, il y a eu un accord extrêmement étroit avec les Britanniques de coordination qui vise à la coordination de nos forces nucléaires. L'ouverture d'hier, c'est plutôt vers d'autres pays, et notamment vers l'Allemagne. Et juste après le discours que nous venons de entendre, il y a eu un communiqué commun du président Macron, une déclaration commune du président Macron et du chancelier Merz, réaffirmant ça, disant nous aussi, entre la France et l'Allemagne n'a pas d'armes atomiques, contrairement aux Britanniques. Oui. Nous allons mettre aussi un comité pour travailler et coopérer. Donc oui, il va y avoir une coopération en matière de dissuasion, et notamment dans ce qu'on appelle, pardonnez-moi, c'est un peu du jargon stratégique, l'épaulement conventionnel. Oui, on a entendu ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça veut dire que la dissuasion, pour dissuader, les armes nucléaires ne suffisent pas. Il faut des armes nucléaires, bien entendu, mais il faut aussi des armes conventionnelles, parce que sinon, nous serions dans le tout ou rien. C'est-à-dire qu'à la première agression, nous n'aurions le choix qu'entre ne rien faire ou tirer une arme nucléaire. Oui. Donc on se mettrait dans une impasse et on ne pourrait rien faire. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle donc en jargon un épaulement conventionnel avec des armes conventionnelles. Et c'est dans ce domaine que les pays européens viendront participer d'une certaine manière à la dissuasion qui restera française. L'autre point important qui a été annoncé hier, c'est l'augmentation du nombre des têtes nucléaires. Jusqu'à présent, on sait que la France en a, entre guillemets, ouvrez les guillemets, moins de 300. C'était la formule officielle. Ouais. Il a été annoncé hier, et c'est une annonce extrêmement importante, parce que ça fait plus de 30 ans que nous étions à ce niveau de moins de 300, que nous allions augmenter le nombre de ces têtes nucléaires. Et il a été également annoncé que nous ne saurions pas, l'État, le gouvernement, ne communiquerait plus sur le nombre de têtes nucléaires. Donc voilà les grandes annonces. Ça, c'est les grandes annonces. Pour revenir sur cette dissuasion nucléaire avancée avec les partenaires européens, le Royaume-Uni, donc vous le disiez, a l'arme nucléaire. Le Royaume-Uni est quand même un peu dans le giron, si je puis dire, des États-Unis, non ? Est-ce que ça pose pas un problème ? Alors, comment vous analysez ça ? Vous avez, dans l'extrait que vous avez donné, vous avez remarqué que le président disait que tout ça se faisait en bonne entente avec les États-Unis et pas en concurrence avec l'OTAN. C'est vrai que nous avons la France a un statut très particulier en Europe, puisque nous sommes totalement indépendants en matière nucléaire, contrairement aux Britanniques, qui sont à la fois dans les plans nucléaires de l'OTAN, dont une partie de leur arsenal est liée aux États-Unis, notamment les missiles qui sont tirés par leurs sous-marins sont des missiles américains, donc ils doivent aller les recharger aux États-Unis lorsqu'ils les montent dans leurs sous-marins. Mais la décision d'emploi britannique est souveraine, c'est-à-dire elle n'est pas liée, il n'y a pas une double clé, c'est vraiment les Britanniques qui décideraient d'utiliser ou pas leur armement nucléaire. Mais ils sont de fait plus intégrés, alors que nous ne le sommes pas du tout. Et pour revenir sur l'Allemagne, c'est
la grande nouveauté, si je puis dire, c'est le ralliement à l'Allemagne dans ce pacte, si je puis dire, de dissuasion nucléaire. Pourquoi l'Allemagne était pas tellement partisane de l'arme nucléaire? Alors l'Allemagne, il lui est interdit d'avoir des armes nucléaires, tout simplement, comme à tous les pays européens, à l'exception de la France et de la Grande-Bretagne, grâce ou à cause, comme on voudra, du traité de non-prolifération nucléaire. Donc ces pays n'ont pas le droit d'avoir des armements nucléaires. En revanche, ils savent que les armements nucléaires contribuent à leur protection. Donc, ils doivent s'en remettre aux armements nucléaires d'un autre, soit des États-Unis, ce qui était le cas jusqu'à présent, soit, comme il y a quand même un certain nombre de doutes sur l'engagement américain, ils s'intéressent à ce qui pourrait être une forme d'assurance complémentaire, comme on dirait en matière de sécurité sociale, une sorte d'assurance complémentaire. De ne pas être totalement sous le parapluie, comme on dit, américain. Voilà, et donc, ils gardent le parapluie américain, mais ils ont aussi un autre petit parapluie qui serait le parapluie britannique et français. Et c'est pour ça que, par exemple, dernière annonce très importante d'hier, la France pourrait déployer à certains moments des forces nucléaires. Alors on ne sait pas comment, sous quelle forme, en gros des avions avec des missiles nucléaires, à l'étranger. Donc évidemment en Allemagne. Donc on pourrait voir à certains moments des avions porteurs ou potentiellement porteurs d'une arme nucléaire se déployer sur des bases aériennes allemandes. Ou, pourquoi pas, polonaises, suédoises. Puisque voilà, grec, tout ça est ouvert. Également. En fait, cet accord de dissuasion nucléaire avancé, avec ses partenaires européens, ça permet de, entre guillemets, mutualiser, ou se diversifier et d'avoir des points d'appui physiques aussi sur le territoire. En cas de crise majeure, par exemple, il y a 3 bases nucléaires en France. Où sont des armes nucléaires. En cas de crise, les avions qui portent ces armes pourraient se disperser sur d'autres aéroports pour éviter d'être frappés. L'idée, c'est qu'ils puissent le faire également ailleurs en Europe. Pourquoi pas en Pologne, pourquoi pas en Grèce, pourquoi pas, que sais-je. Tout ça, ça va se discuter avec les partenaires européens. On est là au début d'un processus. Le discours a plutôt été... Vous me disiez en début d'interview qu'il était attendu. Quels sont les retours que vous avez eus? Il était plutôt bien accueilli par les militaires? Globalement, oui. Mais je lisais les voix les plus critiques qu'on attendait, qui venaient plutôt de la droite nationaliste. J'ai lu les communiqués, notamment le communiqué de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, qui donne acte au président qu'il ne va pas brader la dissuasion. Alors, ils ont des réserves, bon, ça fait partie de la discussion. Mais globalement, Bruno Retailleau aussi était parti un peu sur le même thème, a tout de suite fait un communiqué en disant « Bon, ok, c'est pas si mal. » Voilà. Alors évidemment, pour l'opposition, c'est un peu difficile de le reconnaître, mais de fait, l'accueil est plutôt bon, ce qui est le cas à l'étranger, parce que de toute façon, ils savaient ce que le président, en tout cas les Allemands savaient ce que le président dirait, et les Américains, comme les Britanniques, ont été mis dans la boucle, évidemment, très vite. C'est le début, une des pierres très importantes posées pour l'édifice de l'Europe de la défense, vous diriez, c'est ça? Je ne sais pas si on peut parler d'Europe de la défense, parce que Europe de la défense, ça voudrait dire que c'est depuis Bruxelles. En fait, Bruxelles n'est pas du tout dans ce jeu-là. Pour la défense de l'Europe, plutôt. Pour la défense de l'Europe, c'est un moment important. Merci Jean-Dominique, merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Sommes-nous prêts pour la guerre, l'illusion de la puissance française? C'est à lire, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci infiniment d'avoir été sur le plateau de Point de Vue. La loi sur la fin de vie, sur le droit à l'aide à mourir, a été votée en deuxième lecture la semaine dernière par les députés. 299 pour, 226 contre. La députée MoDem Maude Petit, opposée à la loi, a regretté l'ambiance des débats. Elle est venue nous raconter sur le plateau de Point de Vue. Je vais vous dire un petit peu ce qui se dit dans l'hémicycle. Vous avez une sorte d'agacement de la part des pros fin de vie lorsque toutes les personnes qui ont voulu s'exprimer pour opposer pour proposer une autre voie, s'exprimaient. Et vous avez des « ça suffit, il faut qu'on avance, allons-y, c'est bon, il ne va pas encore revenir là-dessus ». Et en fait, il y a une espèce d'agacement, de sifflement, de ricanement, de rire. Il n'y a pas de débat sur le fond, c'est ce que vous me dites. En fait, si vous voulez, les collègues qui disent qu'il y a déjà eu du débat considèrent que comme on en parle depuis, par exemple, 2021,
peut-être bien avant, mais nous n'étions pas tous là avant. Le débat s'est déjà fait à ce moment-là. Le débat s'est fait en commission, on peut faire du bruit avec la bouche et dire qu'on en parle. Et donc, en fait, là, certains estimaient qu'on en avait déjà parlé et en gros, ça les saoule, pour dire les choses vulgairement. Et donc, on a déjà dit en commission, on a déjà dit en 2025, on a déjà dit en 2021, donc défavorable. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol. La Fondapol, c'est un think tank qui est libéral, progressiste et européen. Vous vous intéressez à de nombreuses questions. La question de la fin de vie, c'est un sujet sur lequel vous menez, Dominique, une réflexion globale depuis un moment à la Fondapol. Vous avez notamment régulièrement publié des publications autour de ce sujet sur différents thèmes. Je signale que dans 2 jours, vous sortez un livre, vous avez dirigé un ouvrage qui s'appelle « Accompagner ou provoquer la mort ». On le voit à l'image. Donc sous votre direction, eh bien, ce sont des médecins, des juristes, des psychiatres, des experts de la santé publique qui dressent un état des lieux sans concession sur la question. Les députés ont donc voté cette loi la semaine dernière. Elle ouvre donc un droit à l'aide à mourir, 299 pour, 226 contre. Vous avez suivi attentivement les débats. Avant de rentrer dans le détail, globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces débats, vous, Dominique ? C'est la 2e lecture. Oui, le parcours se poursuit. Le parcours se poursuit. Mon sentiment général depuis le début, c'est que, je vais le dire simplement, mais c'est que le débat a été organisé de telle sorte qu'il n'a pas vraiment eu lieu dans la société française. Tout a été fait pour aller très vite. On peut m'opposer que ça fait longtemps qu'on en discute, peut-être, mais un débat aussi important et aussi près de l'adoption d'une loi de cette gravité devrait être un débat impliquant toute la société. Beaucoup de personnes, même l'enquête qu'on a menée le montre en France, ne sont pas au courant, ne voient pas bien la différence entre soins palliatifs, aide à mourir, euthanasie, suicide assisté. Bon, tout ça est mélangé, plus ou moins selon les personnes. Et je crois que les Français risquent de découvrir avec stupéfaction l'adoption d'une loi qui va changer profondément le pays. Pas simplement le monde de la santé, mais le pays très profondément. Et il est possible que nombre de nos compatriotes soient épouvantés par les conséquences. Vous dites que donc, les Français ne semblent pas très au courant. Vous le regrettez. Vous avez mené, vous, une étude avec Opinionway. Votre étude dit qu'une majorité de Français n'approuvent pas ce projet de loi. Ne l'approuve pas, à la fois dans le principe, mais aussi dans les modalités. Puisque ce que j'ai fait avec cette enquête, auprès de 3000 personnes, on a quand même posé plus d'une trentaine de questions. C'est pas simplement sur le principe de recours à une mort provoquée, euthanasie, suicide assisté. C'est aussi la comparaison avec les soins palliatifs. Et puis, ce sont toutes les modalités particulières de ce texte de loi, encore en discussion, que nous avons testé auprès des personnes interrogées et qui nous ont dit que cet aspect-là leur paraissait acceptable et cet aspect-là ne leur paraissait pas du tout acceptable, ou alors des craintes même. Qu'est-ce qui leur semble acceptable ? Qu'est-ce qui leur semble pas tout à fait acceptable aux Français que vous avez interrogés ? Les Français sont très sensibles à l'idée du choix. Entre notamment l'accès aux soins, avoir accès aux soins palliatifs ou à une forme de mort provoquée, euthanasie, suicide assisté. Mais évidemment, ça suppose que les Français aient réellement, dans la vie courante, ordinaire, quand ils le doivent, le choix. Or, la situation des soins palliatifs en France est très dégradée, on le sait, et il y a à peu près 180 000 Français chaque année qui devraient avoir accès aux soins palliatifs, mais qui meurent sans avoir pu en bénéficier. Et donc, si déjà... pour les Français que nous avons interrogés, si déjà nous avions les soins palliatifs nécessaires, on pourrait admettre cette extension, cette espèce de possibilité, mais pas en l'absence de ces soins palliatifs. Je note aussi que les Français interrogés ont une nette préférence en ce qui concerne un de leurs proches, dans l'hypothèse où cette personne serait confrontée à sa propre fin, pour les soins palliatifs plutôt que pour l'euthanasie ou le suicide assisté. Et ainsi de suite pour toutes les dispositions de la loi. Sur le principe, ici, parce que je veux dire que on a
expliquer aux Français que la loi allait s'accompagner d'un grand plan de restauration des soins palliatifs en France qui sont très défaillants, il y a une sorte de doute sur la possibilité que les moyens nécessaires soient mobilisés. Pourquoi le doute? Parce qu'effectivement, la loi, c'est 2 piliers, si je puis dire. Un droit à l'aide à mourir, et puis l'autre texte, c'est un texte sur les soins palliatifs qui a été voté à l'unanimité la semaine dernière. Hein. Mais c'est-à-dire que... Pourquoi le doute? Parce qu'on vote à l'unanimité, parce qu'on fait une promesse, en fait. Mais il faut beaucoup d'argent pour que les soins palliatifs soient présents partout. Beaucoup d'argent. Beaucoup de temps aussi. Beaucoup de formation. Beaucoup de formation. De médecins, d'infirmiers spécialisés, d'unités équipées. Nous ne les avons pas. Pas suffisamment, bien sûr. Il n'y a pas rien, mais nous ne les avons pas suffisamment. La population française vieillit, c'est très connu, comme beaucoup de populations. Donc il faut de plus en plus de lits, de plus en plus de médecins. Nous en avons plutôt moins. Et donc, en fait, nous rentrons dans une époque pour notre pays qui va connaître, avec ce vieillissement important et rapide, qui va connaître une carence spectaculaire des soins palliatifs, et partout, et de médecins et d'infirmiers, partout, en France. Et donc, la situation va au contraire se dégrader beaucoup. Et les moyens nécessaires pour remettre le pays au niveau, on parle de 10 milliards d'euros, mais qu'il faudrait injecter chaque année, il est évident que l'on peut douter, je ne vais pas être péremptoire, mais il est évident que l'on peut douter de la capacité du pays, vu l'état de nos finances publiques, de mobiliser autant d'argent pour assurer les services en soins palliatifs. Or, si nous n'avons pas les soins palliatifs comme vraie possibilité, nous n'aurons pas vraiment le choix entre soins palliatifs et euthanasie suicide assistée. Et donc, ce qui est présenté aujourd'hui comme une liberté pour ceux qui le souhaitent, et qui paraît irrépressible, légitime, je veux dire, va devenir tendanciellement une obligation, comme on l'observe dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Je spécifie l'euthanasie. L'euthanasie, c'est dans ces pays-là, le défaut de capacité en soins palliatifs oriente les personnes faibles, fragiles, âgées, malades, handicapées, avec des déficiences mentales, etc., vers la mort provoquée, dans des proportions impressionnantes. Impressionnantes, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, prenons le Canada qui a légalisé l'euthanasie en 2016, il y a déjà eu, il va y avoir cette année, à la fin de l'année, 100 000 Canadiens qui ont été euthanasiés. Aux Pays-Bas, l'euthanasie a été légalisée en 2002. On est à peu près aujourd'hui à 120 000 euthanasies réalisées aux Pays-Bas, qui n'est pas un pays ni minuscule ni très grand. C'est comme si nous, en France, en fait, on avait sur cette même période, 20 ans, 2022, 25 ans, 2022, 2025, c'est comme si nous avions sur cette période 700 000 euthanasies, 600 000 euthanasies. Ce serait ça la proportion ? C'est ça qui va nous arriver, en fait. 700 000 ? On aura des centaines de milliers d'euthanasies. Il ne faut pas imaginer que ce sont quelques gestes que l'on fera ici ou là, comme l'on dit, pour reprendre l'étymologie du mot euthanasie, c'est la mort douce. Mais c'est la mort douce et presque même esthétique, philosophique, d'une liberté sophistiquée pour quelques-uns. Ça ne sera pas ça. Avec cet effet de quantification et de massification, c'est une mort qui n'aura pas le même visage. Hein. Une mort pour beaucoup qui sera contrainte de facto, une mort qui sera déterminée par une pression de l'environnement. De la famille, des familles, c'est ça ? Ça, c'est possible, la pression des familles, la pression du corps médical, puisqu'on fait rentrer dans l'univers de la santé le fait de donner la mort. Et même sous le régime du soin. C'était très largement ce qui a dominé le débat en France, étonnamment. Et au fond, on ne s'est pas insurgé contre cette espèce de bizarrerie, monstruosité, on pourrait même dire, qui fait qu'on va donner la mort. Donner la mort deviendrait un soin. Deviendrait un soin. C'est-à-dire que, moi, ma question, c'est quand on donne la mort à quelqu'un qui souffre, on ne peut pas dire, je ne le crois pas, que la personne ne souffrira plus puisqu'elle sera morte. Donc elle n'aura pas cet état de vie sans souffrance. Par contre, il y a sans doute une espèce de lâche soulagement ou de triste soulagement, même s'il est compréhensible de la part de proches qui souffrent de la souffrance de l'autre. Mais la souffrance de l'autre, elle peut s'arrêter par les soins palliatifs
et l'accompagner jusqu'à sa mort. C'est ainsi que nous faisons en France, en tout cas que nous faisions jusqu'ici, grâce aux lois Leonetti en 2005 et Claes-Leonetti en 2016. Je crois qu'il ne manquait rien à la France. On n'a pas de vide juridique. On manque de moyens, mais pas de loi. Et là, nous aurons cette fois-ci, non pas un accompagnement par les soins, les vrais soins, les soins palliatifs, mais par la mort provoquée. Et une injection létale, ça veut dire, pour être clair sur les mots, une injection d'un produit mortel. Oui, parce que vous parlez des mots, être clair sur les mots. Parfois, lors de ce débat, c'est pas toujours très simple. Les mots ne sont pas toujours très simples. Ils ont même été parfois réfutés par celui qui porte la loi, le rapporteur Olivier Falorni, notamment les mots euthanasie. Il ne voulait pas qu'ils apparaissent dans le texte. Oui, et d'ailleurs... Et c'est important, les mots. Absolument, les mots, c'est très important. Pascal Favre a écrit un chapitre dans ce livre sur la question du sens des mots, qui est un chapitre particulièrement important à cet égard. Et ce que l'on peut constater, que chacun constatera s'il regarde la proposition de loi aujourd'hui, c'est que les mots n'y sont pas. Donc on va adopter, par hypothèse, une loi sur la fin de vie, qui est une loi sur introduisant en France le droit d'euthanasier quelqu'un, ou de l'accompagner dans un suicide, sans prononcer les mots qui désignent la chose. Et ça pose un problème. Ça pose un problème moral, philosophique, et je pense aussi juridique. Ça sera peut-être tranché par des contentieux, j'en sais rien, mais les mots n'y sont pas. Et tout l'environnement lexicologique de cette loi, c'est l'accompagnement, c'est l'aide à mourir, vous voyez, tout un vocabulaire d'aidant, un vocabulaire de soignant, pour dire que l'on va provoquer la mort d'une personne au motif qu'elle le demande. Alors, ceux qui sont pour le texte peuvent vous rétorquer, Dominique Régnier, qu'il y a 5 critères. Tout le monde n'est pas éligible, entre guillemets. Il y a 5 critères, dont 3 médicaux. Il faut être atteint d'une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Il faut présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qu'elle soit réfractaire au traitement, ou soit réfractaire, soit insupportable. Est-ce que ces critères ne vous tranquillisent pas ? Vous les trouvez trop laxistes ? L'effort est bienvenu, cet effort est bienvenu, il faut absolument encadrer tout ça, mais ça n'est pas efficace dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté, mais surtout l'euthanasie, parce que l'euthanasie peut se faire sans que votre consentement soit vérifié suffisamment. Pour le suicide assisté, c'est quand même vous qui devez participer à l'action. Et puis on peut se poser la question du consentement quand effectivement on est malade. Bien la sûr. maladie pèse évidemment sur le moral aussi, sur les prises de décision. C'est toute la dimension, vous avez 1000 fois raison de le souligner, c'est toute la dimension touchant à la liberté de la volonté lorsque vous êtes... Chacun a vécu des expériences comme ça, de toute façon. Lorsque vous êtes dans un état de très grande souffrance, de très grande crainte, de très grande maladie, de très grande dépendance, etc., l'expression de votre liberté, elle est quand même discutable. Non pas que vous ne soyez pas sincère, mais les conditions dans lesquelles vous faites connaître votre préférence sont des conditions qui s'apparentent à une forme d'aliénation, par la douleur, par la peur aussi de ne pas peser sur les vôtres, par la peur d'être depuis trop longtemps en vie, par tout cela, on l'entend dire. D'être un fardeau, exactement. D'être indigne aussi, puisque ça, c'est la plus grande faute pour moi, politique et morale. Laquelle ? C'est d'avoir introduit l'idée qu'il y a des morts indignes et des morts dignes. Le droit à mourir dans la dignité, c'est la formule, moi, qui me choque le plus profondément, puisque je pense que nous sommes tous d'accord, en France et puis ailleurs, beaucoup, pour dire qu'on ne peut pas être indigne. Sauf parce qu'on aurait commis des horreurs, bien sûr. Mais et encore, je pense que la dignité, elle est attachée à notre être de façon absolue et définitive. C'est pas être indigne que d'être dans une souffrance physique, que d'être perdu sur un lit d'hôpital dans ses craintes extrêmes, que d'être incontinent, par exemple, c'est pas être indigne. Vous voyez, ça, c'est la vie même, c'est la vie humaine. Eh bien, on a commencé à introduire cette idée. Que la dégradation physique, quelque part, nous rendait indignes. Du coup, on est en train de créer un mécanisme psychologique et culturel qui va exercer une pression sur les personnes qui vont avoir le sentiment que la société porte sur elles un regard
sur leur indignité, en fait. Pas sur leur maladie, leur souffrance, qui appelle la solidarité, qui appelle le soin, qui appelle la famille, la compassion, les proches, la compassion, qui appelle toute la société dans ce qu'elle a, au contraire... De très noble. De très noble, de très élevé, au secours et à l'aide de celui ou de celle qui souffre, mais plutôt l'idée que c'est le terme de la vie qui apparaît. Les Pays-Bas, aujourd'hui, qui ont déjà, les Pays-Bas, autorisé l'euthanasie des nourrissons, où la question du consentement, évidemment, n'existe pas. Mais aussi... sont en train de réfléchir à une évolution de leur législation qui limiterait à 75 ans, au fond, une espèce de terme qui dirait, au fond, 75 ans, c'est une vie accomplie. Vous pouvez... Il faut rendre les clés. Un peu. Vous pourrez... oui, c'est ça, exactement. Vous pouvez continuer si... Mais vous ne servez pas à grand-chose. Vous pouvez continuer si vous ne coûtez pas trop cher, si vous avez une bonne assurance, etc. Mais sinon, c'est quand même un moment où il faut s'interroger sur la nécessité de vivre encore. Ce sont des idées qui sont très présentes. Au Canada, c'est très présent. La pression est très forte sur les personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui n'ont pas d'assurance privée, de complémentaires efficaces, etc. Et elles le disent, on le mesure. Le Canada, au moins, a cette grandeur de bien mesurer les conditions dans lesquelles se pratique l'euthanasie. Et ceci s'exprime. La solitude, par exemple. Au Canada, il y a presque 20% des euthanasiés qui décident de mourir parce qu'ils sont seuls et malheureux. C'est vraiment c'est un tournant, un texte comme celui-là. Parler de rupture anthropologique. Je pense que c'est une rupture parce que derrière la clé, si vous voulez, de tout cela, et qui, moi, à certains moments, me place dans une forme de désarroi et d'incompréhension, que ça ne se voit pas davantage, que ça ne soit pas un motif central. Nous devons modifier le code pénal dans sa profondeur. C'est fondamentaux. Il est interdit de tuer dans le code pénal. C'est interdit. Cela va devenir autorisé. Il est interdit d'inciter au suicide. Il y a une ambiguïté dès lors qu'on crée un suicide assisté que l'État lui-même va porter. Il est interdit de ne pas porter assistance à une personne en danger. Eh bien là, ce sera un délit que d'essayer de dissuader quelqu'un de mettre fin à sa vie par le suicide assisté ou l'euthanasie. C'est le délit d'entrave. Comment allons-nous mesurer les conséquences de ces bouleversements absolument fondamentaux ? Et je veux le redire, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, le fait de donner son consentement ne peut pas suffire, heureusement. C'est d'ailleurs interdit dans le code pénal de mourir et d'être tué par quelqu'un au motif qu'on a donné son consentement n'est pas recevable. Évidemment, parce qu'il y a la question de la clarté de la volonté exprimée. Et donc, tout ceci va être modifié si la loi est adoptée, et nous aurons un code pénal qui va multiplier les exceptions permettant de donner la mort à un membre de notre communauté. C'est pas rien, ça. C'est clairement, pour moi, c'est une des lois les plus importantes que le corps législatif ait jamais portée. Merci Dominique Régnier d'avoir été en beaucoup. direct avec nous sur ce plateau. Si vous souhaitez nourrir votre réflexion sur ce sujet évidemment majeur, délicat, sensible, accompagner ou provoquer la mort, c'est en vente dans 2 jours, le 5 mars aux éditions L'Observatoire, et c'est sous votre direction Dominique. On passe à un tout autre sujet. Le pouvoir en politique passe aussi parfois par la table et les repas. C'est ce que nous raconte dans son dernier livre Jonathan Sixou, Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas. Un pouvoir que connaît bien le chef Guillaume Gomez. Il a longtemps dirigé les cuisines de l'Élysée. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de Thibaut Gauthier pour Figaro la nuit. Soft power, en bon français, la diplomatie douce. Qu'est-ce qu'une diplomatie d'influence? Une diplomatie douce, c'est quand vous arrivez à faire porter par un discours, par des actes, par des événements, les valeurs qui sont les vôtres. Oui, bien évidemment, quand on parle alimentation, quand on parle gastronomie, c'est français, liberté, égalité, fraternité, mais ce sont aussi nos valeurs de parité, d'inclusion, de transmission, et notre cuisine, elle reflète ça? En tout cas, c'est ce qu'elle devrait faire. C'est-à-dire que quand vous portez les valeurs d'un pays, c'est ce qu'elle devrait faire. Je ne dis pas que tout est parfait, je dis pas qu'on a réussi à tout. Mais oui, la cuisine aujourd'hui, qui parlait saisonnalité, engagement environnemental, il y a 30 ans? Personne.
Bonjour Jonathan Bonjour. Sixou. Merci d'être en direct avec nous. Vous venez d'écrire ce livre, Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas. Je me suis régalée, parfois j'ai eu des hauts le cœur, mais on y reviendra tout à l'heure dans le détail. Alors vous explorez l'histoire de France à travers donc 20 festins. C'est un petit peu l'histoire de France par les marmites. Pourquoi avoir choisi ce thème d'exploration de l'histoire de France? Par intérêt personnel, tout d'abord. Vous êtes un gourmand, c'est pour ça? Je suis un gourmand, un gourmet, et j'aime avec gourmandise l'histoire de France et l'histoire en général et l'histoire de France en particulier. Donc, et il m'a paru amusant déjà pour moi, et puis tant mieux si ça divertit le lecteur également. Vous êtes amusé, on s'amuse aussi? Oui, énormément. Énormément parce que l'histoire de la gastronomie, et on s'en rend compte au fur et à mesure des recherches, demeure un continent qui n'a pas encore été exploré totalement. On découvre encore beaucoup de choses quand on essaie d'approfondir telle ou telle époque pour savoir ce qu'il y avait sur les étals des marchés, par exemple, ce qu'il y avait dans les marmites, vous en parlez, comment la cuisson aussi, se fait, comment on sert les plats, comment on les déguste, on les savoure, ou si on baffre. Il y a toute une gamme comme ça de choses qui sont à découvrir, qu'on découvre en faisant même les recherches au départ. Justement, dans vos recherches, il y a des traces, beaucoup de traces dans les archives, en fait Il y a de tout, c'est comme des faisceaux qui partiraient dans tous les sens. C'est-à-dire que selon les périodes, et c'est pas forcément les périodes les plus reculées, vous pouvez avoir des témoignages très précis sur la décoration d'une salle de festin, mais quasiment rien sur le festin en lui-même. Vous pouvez avoir des précisions incroyables sur un repas. Je pense par exemple au camp du Drap d'Or en 1520, dont il est question à un moment. Les chroniqueurs du temps, parce qu'il y a toujours des chroniqueurs de cours, etc., ne détaillent pas vraiment ce qu'il y a dans les assiettes. En revanche, on a une idée de ce qu'il y avait dans les plats servis à travers les factures qui nous sont parvenues, les factures qui ont été envoyées à la cour. Et qui sont conservées, c'est ça? Parfaitement. Donc vous êtes allé éplucher un peu. Donc ça part, vous voyez, ça part dans tous les sens selon les périodes. Et puis vous avez évidemment des repas très documentés où là, vous savez par le menu, sans mauvais jeu de mots, ce qui a pu être servi aux convives ce jour-là. Alors, depuis la nuit des temps, les festins, on peut le dire, ce sont des outils politiques, c'est ça, des théâtres de pouvoir, C'est l'affirmation du pouvoir par excellence, pour une raison d'abord assez archaïque, si je puis dire, c'est que dans l'histoire de l'humanité, les hommes n'ont pas toujours mangé à leur faim. Et donc, faire étalage de nourriture, c'est aussi faire étalage de puissance. Et c'est faire un étalage de sa puissance de façon pacifique. Vous ne posez pas sauf chez les cow-boys, on ne pose pas son revolver sur la table. Et vous invitez à votre table, vous pouvez, en grand vainqueur, convier votre vaincu, convier un opposant. Des prisonniers, exactement. Aussi dans votre livre. C'est notamment le cas du maréchal de Richelieu, dont j'évoque le menu tout bœuf qu'il a inventé en 1757, effectivement. Alors, plongeons-nous dans ces fameux repas. On ne va pas pouvoir en parler de tous, mais de quelques-uns. J'ai lu celui du duc de Bourgogne, dit le vœu du faisan. Alors, on est à la fin de la guerre de 100 ans. On est donc le 17 février 1454. Et là, mais c'est totalement hallucinant ce qui se passe et ce qu'on voit et ce qui se mange et ce qui se voit, parce que c'est aussi un spectacle. C'est proprement délirant. Voilà. Pour le coup, en lisant et en recoupant des témoignages, encore une fois, de témoins oculaires qui ont écrit, et dans certains cas, il a fallu que je relise à plusieurs reprises des pages, parce que je n'en croyais pas mes yeux. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le banquet du vœu du faisan. Le duc de Bourgogne est l'un des personnages les plus puissants d'Europe occidentale. À certains égards, il est même plus puissant que le roi de France à ce moment-là. Constantinople est tombé aux mains des Ottomans un an auparavant. Et il décide de lancer une grande campagne pour délivrer Constantinople. Et il va, comme cela se faisait dans cette tradition médiévale, donner un grand banquet pour prêter serment. C'est sur un bel animal qu'on considère noble. Là, c'est un faisan ce jour-là, mais ça peut être également un flamant rose, ça peut être de grands échassiers qui sont fréquemment... Des cygnes, bien sûr, des animaux rôtis et qui sont parés, c'est-à-dire qu'on leur remet leur peau plumée par-dessus. Il arrive qu'on leur mette même des bijoux. Oui, c'est le cas pour ce faisan. Exactement. Couvert de pierres précieuses. Exactement, des colliers d'or et de pierres précieuses. Et les chevaliers prêtent serment donc, durant le banquet. Un banquet, à ce moment-là, c'est un spectacle total. C'est-à-dire qu'il y a la représentation de la table, si je puis dire, avec l'opulence toute médiévale de viande rôtie, principalement. Beaucoup des viandes.
à l'époque. Énormément de viande, peu de légumes, quasiment pas, sinon réduit en hachis dans des tourtes, ce genre de choses. Et il y a des spectacles en permanence, c'est-à-dire qu'il y a des parties musicales. Nous avons encore conservé aujourd'hui d'ailleurs les partitions qui ont été composées pour le banquet du vœu du faisan. Elles sont données de temps en temps, et des enregistrements, des disques leur sont consacrés. Et il y a des chanteurs, il y a des pièces de théâtre, il y a des récitants. Des musiciens dans un pâté en croûte géant. Alors c'est là où je vous parlais de délire, c'est que il y a un lion enchaîné et on sait que c'est un vrai lion parce qu'on a là aussi la facture du serrurier qui a fait la chaîne pour accrocher le lion. Il y a des statues de femmes nues qui jettent de l'hypocrase de leur poitrine. Vous avez des animaux, parce que le duc de Bourgogne est passionné par les automates et vous avez des défilés qui mélangent animaux réels et animaux automates. Montés par des êtres humains qui chantent, qui dansent. Les plats sont servis par des grands chariots poussés et tirés par 4 hommes. Mais il y a aussi, nous dit-on, des plateaux entiers gigantesques qui descendent des plafonds avec des plats supplémentaires. Donc il faut imaginer une salle en mouvement continu, tout ça en musique. C'est quelque chose qui dure sur plusieurs jours parce qu'il y a plusieurs centaines de pro-chevaliers qui vont mettre un peu de temps à prêter le serment. Ça se finit comment ? Cette croisade n'aura jamais lieu, mais le duc de Bourgogne et ses camarades auront au moins bien banqueté. Bien mangé et puis montrer leur puissance. On parlait à l'époque de beaucoup de viande effectivement sur les tables. La viande, c'est aussi une représentation de la puissance, par ailleurs. Les légumes et les fruits arrivent par Catherine de Médicis, surtout, qui adore, qui lance la mode. Des salades vertes. Des salades vertes, voilà. Par exemple. Alors la salade verte à la cour de Catherine de Médicis est apprêtée d'une façon qui pourrait nous étonner. On la prête avec de la confiture, du safran. C'est une sorte d'aigre doux, comme nous dirions aujourd'hui. Elle raffole également des artichauts. Elle manque d'ailleurs d'en faire des indigestions, d'en crever, dit-elle, lors d'un mariage. Et elle arrive d'Italie également avec des pâtissiers et des confiseurs. Le Massepain arrive avec Monsieur Massépane, qui est dans les bagages de Catherine de Médicis. Elle arrive aussi avec des parfumeurs. Le Massepain, c'est avec la pâte d'amande. Exactement, c'est cette pâte d'amande. Et il y a donc, si vous voulez, toute une culture du sucre que les Français n'avaient pas jusque-là, cette culture de la confiserie, plus précisément. Et puis des Italiens qui influencent aussi tout l'art de la table, les manières, l'hygiène. C'est la véritable influence des Italiens qui n'ont pas... Oui. Parce que les Italiens n'ont pas influencé la gastronomie française autant qu'on voudrait le croire. En revanche, ils ont considérablement influencé la façon de se tenir à table, voire même l'hygiène de table. C'est eux qui inventent déjà avant le XIe siècle la fourchette à Venise. Elle est avérée dans les années 1000 et quelques. Mais elle arrive en France, grosso modo, sous le règne de Henri III. Donc on est à la fin du XVIe siècle. Et elle va mettre plus de 200 ans à vraiment arriver sur la table de France parce que les Français préfèrent manger avec leurs mains et leurs couteaux. Même Louis XIV refusera toute sa vie de manger avec une fourchette. Et on sait par la Palatine que quand les petits-enfants de Louis XIV sont conviés à manger à la table royale, ils ont évidemment appris à manger à la fourchette, mais on leur interdit de manger avec une fourchette devant leur grand-père. Les Italiens inventent aussi, juste d'un mot, la notion de maître d'hôtel, c'est-à-dire quelqu'un qui va conceptualiser tout le déroulé d'un menu, comment ça commence, comment ça se déploie. Des choses qui sont... On ressent encore cette influence, Bien sûr. Dirais, de ces Italiens. C'est ce qui fait notre quotidien, finalement, d'une certaine façon. Alors, il y a des dîners que vous racontez qui ouvrent l'appétit, si je puis dire. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a un en particulier qui... donne des hauts le cœur. Alors, on est en 1870, on est à Paris, et les Prussiens assiègent la capitale. Ça fait déjà plus de 100 jours de mémoire que les Prussiens entourent la capitale. Et bien, évidemment, les jours passant, il y a de moins de choses à manger pour les Parisiens. Et on est le 31... alors, il y a le repas de Noël, mais il y a le repas aussi du 31 décembre. Les Parisiens, eux, ils aiment faire la fête, ils aiment manger. Dans les assiettes, là, on est allé chercher...
les animaux de la ménagerie. Les animaux de la ménagerie, c'est-à-dire des éléphants, tous les animaux, tout ce qu'il y avait, tous les animaux. Pas Bégueule, quoi. Non, non, exactement. À l'époque, en 1870, il y a 2 ménageries à Paris, la ménagerie du Jardin des Plantes et la ménagerie du Jardin d'Acclimatation. Et une fois que les Parisiens, vous le disiez, au bout de 100 jours quand même, ils ont déjà commencé dans les premiers temps à manger les chevaux, les ânes qu'il pouvait y avoir. Après, ils se sont rabattus sur les chats, les chiens, les rats. On estime à 250 000 le nombre de chats qui ont été dévorés durant le siège prussien. Et ce qui est incroyable, c'est que la pénurie se fait vraiment sentir progressivement et sérieusement, sévèrement. Mais les Parisiens veulent continuer de sortir, ils veulent continuer d'aller au restaurant, d'aller au café. Il est d'ailleurs marquant que si progressivement il y a de moins en moins à manger, les Parisiens auront toujours à boire. Les caves de Paris regorgent de liqueurs, de vin, de champagne. Ça, c'est un fait assez intéressant. Sûrement. Et les Parisiens, mine de rien, gardent le moral. Et c'est pour ça que le 25 décembre, ils veulent aller au restaurant. Le 31 décembre, ils veulent aller... Les restaurants sont pleins à Paris. Exactement. Et donc, là, les menus que je reproduis, notamment de chez Voisins, ce sont des grands restaurants de Paris. Ce sont eux qui ont les moyens d'acheter de la viande exotique aux ménageries parisiennes. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils composent, ces grands chefs, ce qu'on appelle le grand menu français, en plusieurs services, avec des animaux exotiques, mais qu'ils apprêtent à la manière de plats, de produits, dirais-je, parfaitement français. Alors, il y a des rats à la crapaudine, du civet de lapin de gouttière, parce qu'on dit pas chat, on dit lapin de gouttière. Hein, les auteurs de menus jouent sur les jeux de mots. Par exemple, quand vous voyez côte de loup, c'est bien souvent de la côte de chien également. Mais c'est l'occasion de montrer une inventivité incroyable, un sens de l'humour également aussi, dans une période aussi noire, aussi terrible, parce que c'est loin d'être drôle ce siège de Paris. On en sourit à travers ces menus aujourd'hui, mais il y a quand même une façon de pouvoir passer au-delà. Le bravache. Exactement. Bravache. Exactement. C'est un esprit très parigot quand même qui a traversé les siècles. Exactement. Cette tradition, le premier des festins que vous racontez, c'est un festin avec Saint-Louis, avec Louis IX. Finalement, de la monarchie à la République, cette tradition, elle s'est toujours perpétrée. Hein. Parce que... Et encore aujourd'hui. Hein. Exactement. Parfaitement, parce que c'est toujours cette façon d'affirmer une puissance qui n'est pas forcément une puissance militaire, ça peut être une puissance diplomatique, ça peut être une influence politique au sens le plus large du terme, et c'est bien pour ça que la République s'est parfaitement coulée dans ce moule qui remonte vraiment même aux prémices de ce qu'était l'Ancien Régime, et il y a une continuité, parce que le pouvoir, lui, demeure, quels que soient les régimes, et le pouvoir s'affirme toujours aussi par la table. Exactement. Nous voyons Guillaume Gomez juste avant que j'arrive. Dans Figaro la nuit. Oui. Et je me suis entretenu avec lui pour nourrir le dernier chapitre de l'ouvrage qui est consacré au Noël des troupes que Emmanuel Macron a l'idée d'inventer, si je puis dire, en arrivant en 2017 à l'Élysée, à savoir offrir un véritable dîner de Noël aux soldats déployés sur des théâtres d'opérations à l'étranger. Jusque-là, ils avaient, pour agrémenter leur ration quotidienne, une ballotine de chocolat, un pot de foie gras, mais ça s'arrêtait là. Emmanuel Macron a l'idée d'offrir donc ce menu de Noël qui pourrait être servi à l'Élysée, mais sur place. Et pour cela, il a demandé Guillaume Gomez d'inventer un menu qui puisse être fabriqué dans les cuisines de l'Élysée, mais qui puisse prendre l'avion et être servi. Soit transportable. Hein. Exactement. Et c'est ce menu qui, depuis 2017, inventé par Guillaume Gomez, est servi toujours à chaque Noël des troupes depuis. Et Guillaume Gomez me racontait l'incroyable leçon de vie qu'il a appris à travers ça. C'est-à-dire que ces soldats sont incroyablement émus par le repas qu'ils sont en train de manger. Ils sont souvent jeunes, forcément. C'est la veille de Noël, le 20-22 décembre. Séparés des siens. Exactement. Et une émotion réellement palpable se dégage de cette table où les soldats disent « mais c'est le gâteau au chocolat de ma mère, mais c'est le gratin dauphinois de ma grand-mère, mais c'est le fromage de chez moi, parce qu'il y a un plateau de fromage avec tous les fromages de France. » Et ça crée un lien, si vous voulez, qui complète l'esprit de corps si propre à l'armée en général.
Un bon repas, ça favorise un bon accord. Oui. Oui. Et ça, celui qui l'a inventé, si je puis dire, c'est Talleyrand, qui a compris que, effectivement, si on travaille même à table, et non pas se mettre à table pour sceller un accord, mais si on commence à se mettre à table avant de le conclure, pour le négocier, un bon repas peut favoriser un bon accord. Un bon accord. Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas. C'est savoureux, on se régale, on s'amuse, on apprend beaucoup de choses. Je vous le recommande chaudement, Jonathan Sixou. C'est aux éditions Perrin. Merci d'avoir été en direct avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver demain en direct sur ce plateau. Soyez au rendez-vous, midi. Passez une bonne journée avec Le Figaro.